Avez-vous déjà été transféré dans une roue de conversation comme si votre présence était juste physique, mais votre esprit était ailleurs? Cette sensation, que beaucoup considèrent comme un signe de timidité ou d'arrogance, peuvent cacher quelque chose de plus profond. Nikola Tesla, par exemple, était connu pour éviter les parties, les réunions et tout type d'agitation sociale. Il a préféré la compagnie de ses pensées, ses projets, ses idées. Pour lui, le bruit du monde a gêné la création. Et il n'était pas le seul. Isaac Newton a été isolé pendant des jours, plongé dans ses études, presque indifférent à ce qui se passait autour. Emily Dickinson, l'une des plus grandes poètes de la langue anglaise, vivait pratiquement allongée dans sa maison, refusant des visites, mais écrivant des versets de profondeur inhabituelle. Ces noms ne se démarquaient pas uniquement pour leur génie, mais aussi pour leur choix, ou peut-être besoin, de vivre en marge de la vie sociale. La solitude, dans ces cas, n'apparaît pas comme une faiblesse, mais comme une sorte de carburant pour l'esprit qui fonctionne en silence. Et c'est à ce stade qu'une question inévitable se pose. L'élimination sociale n'est-elle pas souvent le sol fertile où les plus grandes idées naissent-elles? Schopenhauer croyait oui, et cette conviction a façonné toute sa philosophie. Le génie, a-t-il dit, ne fleurit pas au milieu du bruit, mais dans l'introspection. Et plus l'esprit est grand, plus la difficulté de trouver L'entreprise est grande en hauteur. Pour beaucoup, ce silence serait un fardeau. Pour les génies, un cadeau. Pour Arthur Schopenhauer, la solitude n'était pas un choix fait par le gardien ou la misanthropie. C'était une conséquence inévitable de l'élévation intellectuelle. Dans son travail « Le monde en tant que volonté et représentation », il déclare que l'être humain ordinaire vit par des désirs aveugles, des passions momentanées et une recherche incessante de distraction. Déjà, l'individu d'un haut esprit, en réalisant cette structure superficielle de la vie sociale, se sent naturellement enlevé. Il n'est pas isolé parce qu'il méprise les autres isolés, parce que le monde qui l'entoure semble petit face à l'immensité de ses réflexions. Vivre avec la plupart des gens, pour Schopenhauer, a tendance à étouffer une profonde réflexion. Les conversations deviennent ennuyeuses, les échanges d'idées, peu profonds. Tout est réduit aux apparences, aux statuts, aux vanités, aux répétitions. Dans ce scénario, le penseur se considère comme un étranger, pas pour l'arrogance, mais pour l'incompatibilité des intérêts. Alors que la plupart concernent les banalités, il cherche à comprendre l'essence de la réalité, la structure de la souffrance humaine, la nature de l'existence. Schopenhauer a déclaré « Un homme ne peut être lui-même que pendant qu'il est seul ». Et il a ajouté avec une autre provocation « S'il n'aime pas la solitude, cela n'aimera-t-il pas la liberté, car seulement quand on est seul, il est vraiment gratuit. » Pour lui, l'isolement n'est pas un exil, mais un refuge. C'est là, loin de l'agitation collective, que l'esprit trouve que l'espace se développe, explore, produit. Et c'est pourquoi, tout au long de l'histoire, tant de personnages brillants sont arrivés à la même manière, non pas parce qu'ils étaient froids ou antisociaux, mais parce que leur monde intérieur était plus riche et plus complexe qu'ils ne l'ont trouvé à l'extérieur. La supériorité intellectuelle, selon Schopenhauer, crée une barrière naturelle entre le penseur et le reste de la société. Ce n'est pas un choix élitiste, mais une réelle différence d'intérêt, de profondeur et de vision du monde. Pour lui, plus on comprend largement la vie, plus il se rend compte de la distance entre sa façon de penser et celle de la majorité. Cet écart se manifeste dans la vie quotidienne sous forme de déconnexion, de frustration ou d'ennui face à des interactions courantes. Alors que beaucoup entrent dans des conversations sur les apparences, les événements triviaux ou les différends de reconnaissance, l'esprit réfléchissant se sent déplacé, presque étouffé. Le penseur n'est pas satisfait du superficiel. Il cherche le sens, la vérité, la structure. Et lorsque vous essayez de partager cette recherche avec les autres, elle trouve souvent l'indifférence ou les malentendus. Cela génère un retrait inévitable, non pas parce qu'il se retrouve mieux, mais parce que les conversations environnantes ne nourrissent pas ce que son esprit a besoin. Schopenhauer a regardé que le génie voit la médiocrité de la société, mais ne peut pas dialoguer avec elle sans être blessé dans son authenticité. Il ne méprise pas l'autre gratuitement.
Il pense simplement qu'il n'y a pas de place pour ses idées les plus profondes dans le théâtre social. Cela ne signifie pas que la solitude est facile. Au contraire, il peut être lourd, mélancolique, voire cruel. Mais pour le plus lucide, vivre parmi les distractions continues peut être encore plus douloureux. Dans ce contexte, la déconnexion sociale n'est pas un échec, mais une caractéristique de la lucidité. C'est un symptôme de pensée qui va au-delà de l'évidence et n'est plus satisfait de la surface. La solitude dans ce contexte est une épée à double édition. D'une part, il protège l'esprit profond de la contamination du bruit externe. D'un autre côté, il facture un prix élevé. Schopenhauer le savait. Il n'a pas romancé l'isolement naïvement. Il a reconnu que ce choix ou destination pourrait conduire à la mélancolie, au désenchantement, au sentiment d'être disloqué de façon permanente dans le monde. La liberté de penser sans interférence s'accompagne de la douleur de ne pas être comprise, de ne pas appartenir nulle part. Ce paradoxe apparaît dans presque toutes les grandes figures intellectuelles de l'histoire. Friedrich Nietzsche, par exemple, a écrit dans So Zarathustra que le philosophe est comme un ermite qui descend de la montagne pour partager sa sagesse mais trouve le rejet et la moquerie. L'isolement pour lui était le prix de la clarté. Plus quelqu'un voit, plus il devient seul. Voir plus que d'autres soutient également la douleur d'être invisible envers eux. Mais il y a une différence importante entre la solitude volontaire et la solitude imposée. Le premier est choisi consciemment, comme recherche d'introspection, d'autonomie, de profondeur. Le second est né du mépris des autres, de l'exclusion sociale, du ressentiment de la médiocrité, comme Nietzsche appelait l'impulsion de la masse de rejeter ce qu'elle ne comprend pas. Dans ce deuxième cas, le penseur ne s'isole pas seulement, il est également expulsé. Et c'est peut-être la plus grande tragédie du génie solitaire. Ce n'est pas seulement la distance qu'il prend de la société, mais l'impossibilité de construire des ponts importants avec. Même si vous essayez, vos thèmes font peur, votre silence vous dérange. Votre intensité semble exagérée. Il parle une langue que peu comprennent, et progressivement le monde s'éloigne, ou il se retire, par la fatigue, pour déception. La solitude devient donc une sorte d'exil choisi, mais également pris en charge, un endroit où le penseur trouve la liberté, mais a également le poids de savoir que la compréhension complète est parfois inaccessible. Dans ce territoire ambigu, entre la paix et l'angoisse, se trouvent les idées les plus puissantes qui s'épanouissent. C'est là, en silence, qui crie que la pensée qui transforme le monde est née, même si le monde pendant longtemps insiste pour l'ignorer. Au cours des siècles, l'isolement a non seulement été un trait commun, mais une sorte de marque entre les grands noms de la science, de la philosophie et de l'art. Pas par coïncidence, mais parce que la solitude semblait leur offrir un espace de construction profond, un endroit où la pensée n'avait pas besoin de se défendre, où les idées pourraient être cultivées sans l'ingérence des yeux des autres. Et ce modèle se répète dans des personnalités qui ont changé le cours de l'histoire. Nikola Tesla a passé une grande partie de sa vie seul dans les chambres d'hôtel, complètement impliqué dans des expériences qui semblaient avoir des décennies d'avance sur son temps. Il était réservé, excentrique, presque inaccessible. Il a évité les réunions sociales, non pas pour la timidité, mais pour leur considérer des distractions inutiles face à l'immensité de ce qui se passait dans sa tête. Il n'a pas fait aucun doute dans les applaudissements ou l'approbation. Rechercher l'invisible. Et sur ce chemin solitaire, il a construit les fondements du monde moderne. Emily Dickinson a tourné sa maison et sa chambre en un sanctuaire créatif. Il a refusé les invitations, isolé même de la famille et des amis proches. Et là, entre quatre murs, il a écrit des poèmes qui ont traversé les générations. Elle ne vivait pas dans le monde, mais l'a réinventé à l'intérieur. Son écriture est née du silence, et le silence était son principal interlocuteur. Beethoven, réalisant la surdité qui s'approchait, ne se rend pas à la tragédie. Au contraire, il a fermé encore plus dans son univers intérieur et, à cette époque d'une plus grande isolement, a produit certaines des compositions les plus intenses et les plus révolutionnaires de l'histoire de la musique. Sa douleur ne l'a pas détruit. La solitude
ne l'a pas fait taire. Au contraire, il a élargi votre voix. Isaac Newton, pendant la peste qui a tourmenté l'Angleterre au XVIIe siècle, a été contraint de s'éloigner de l'université et de se réfugier à la campagne. Au cours de cette période, sans distraction, loin des débats publics, il a développé la base de la physique moderne. Ce n'est pas dans la foule, mais dans l'emprisonnement absolu, que la gravité a acquis une forme théorique. Ces histoires ne sont pas seulement des curiosités biographiques. Ils révèlent quelque chose de profond. La solitude, lorsqu'elle est choisie comme chemin d'approfondissement et non comme une évasion du monde, peut devenir un territoire fertile. C'est dans ce silence que la pensée mûrit. C'est en supprimant que l'esprit trouve sa propre fréquence. Et cela met en lumière ce que Schopenhauer a essayé de dire, que peut-être le génie nécessite de l'espace. Non seulement l'espace physique, mais l'espace existentiel. Un intervalle entre l'être et le monde. Une distance qui n'annule pas la vie, mais l'approfondissait. Ces génies n'étaient pas seulement seuls, ils étaient en communion avec ce que personne d'autre ne pouvait voir. Et c'est peut-être le véritable prix de la lucidité. Schopenhauer a compris la solitude comme inévitabilité, mais aussi comme un choix stratégique. Pour lui, le vrai penseur n'avait pas besoin de se faire complètement exiler de la société, mais devrait apprendre à y naviguer sans traîner. Cela nécessitait une sorte de détachement qui allait au-delà de la simple indifférence. C'était une posture philosophique. Être dans le monde sans lui appartenir, observer sans absorber, écouter sans contaminer. Ce détachement n'est pas froid, c'est de la clarté. Il ne s'agit pas de rejeter complètement les gens, mais de comprendre leurs frontières sans frustration. Schopenhauer a considéré la coexistence sociale comme une pièce, avec des articles prédéfinis, des masques soigneusement entretenus et des dialogues répétitifs. Le problème pour lui ne vivait pas en soi, mais dans la superficialité qui le domine généralement. Il était possible d'être présent sans être arrêté, participer, sans s'impliquer trop. Cette même attitude est résolue dans le stoïcisme. Marco Aurelio, empereur et philosophe, a écrit dans ses méditations que le secret de la paix intérieure était d'accepter ce qui ne peut pas être contrôlé et de se concentrer sur ce qui dépend de lui-même. Pour lui, cela n'avait aucun sens de souffrir du comportement des autres. Il était plus sage de préserver son intégrité face à la confusion du monde. La sagesse consistait à garder l'esprit ferme, même au milieu du chaos. En pratique, cette philosophie se traduit par savoir comment sélectionner avec ceux qui partagent la pensée pour refuser le besoin d'approbation, pour éviter la dépendance émotionnelle à l'égard des opinions des autres. C'est pour trouver le plaisir de réfléchir seul, de marcher non accompagné sans se sentir incomplet, d'accepter que toutes les conversations ne doivent pas être profondes et pas toutes les connexions essentielles. Schopenhauer croyait que l'homme élevé devrait cultiver une certaine distance sereine, pas d'isolement complet, mais une présence stratégique. Il a suggéré des interactions minimales mais bien choisies, peu de conversations mais significatives, peu de liens mais vrais. Le but n'était pas de disparaître, mais de se préserver. En période de réseaux sociaux, une exposition constante, urgente par l'appartenance, cette leçon devient encore plus pertinente. Pas besoin de s'éloigner du monde pour protéger l'esprit, mais nous devons apprendre à vous préserver. Le détachement n'est pas l'absence de sentiments, c'est une présence de conscience, et c'est ce qui différencie le penseur profond de celui qui ne fait que réagir à ce qui l'entoure. Alors que l'un est façonné par le monde, l'autre choisit de façonner sa propre façon d'être dans elle. Nous avons atteint le point le plus délicat du voyage, la solitude comme une expérience ambiguë. Pour certains, elle est un abri. Pour d'autres, un poids presque insupportable. Schopenhauer via la solitude comme un privilège accordé à ceux qui portent en eux-mêmes un esprit profond et inapproprié au rythme de la foule. Mais il a également reconnu que ce privilège était accompagné d'une douleur silencieuse, la douleur de ne pas être comprise, de marcher à travers des paysages mentaux où peu osent ou peuvent aller. Même les grands penseurs qui ont embrassé l'isolement ne sont pas sortis indemnes. Emily Dickinson a subi des crises intenses d'angoisse et de découragement. Nietzsche,
peu importe à quel point il a exalté la force de la solitude, a écrit des pages et plus de pages sur la souffrance d'être uniquement face à la vérité. Tesla, au cours de ces dernières années, a plongé dans un univers presque fantaisiste, parlant aux pigeons et se battant pour l'oubli. Solitude a nourri son génie, mais a également chargé un prix élevé de sa santé mentale. Cela révèle que la solitude n'est pas en soi une vertu ou un poison. C'est un champ ouvert, un espace qui peut générer des fruits et générer des fantômes. La différence est de savoir comment traiter avec elle. Quand il est vécu avec un but, la conscience, avec une culture interne, elle devient la liberté. Lorsqu'il est imposé, mal compris ou vécu comme une évasion, il peut devenir prison. L'esprit brillant, en ce sens, doit apprendre à transformer le silence en sol fertile. Accepter ce malentendu fait partie du chemin, mais que cela ne doit pas devenir amertume. Il est possible de vivre en marge de la vie sociale sans se sentir plus petit, étrange ou brisé. Au contraire, il est là, sur la banque, que vous voyez le tout plus clairement. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, nous permet d'écouter clairement ce que le bruit de la foule essaie de noyer, qui nous sommes, ce que nous pensons, ce qui compte vraiment. Pas étonnant que tant de grands créateurs de l'humanité ont cultivé cette distance avec amour. Ils savaient qu'entre la solitude et la souffrance, il y a un point d'équilibre, un endroit où la pensée respire et l'âme, enfin, écoute. En fin de compte, le voyage du seul penseur n'est pas seulement marqué par la distance, mais par la lucidité qu'il emporte avec lui. Schopenhauer n'était ni le premier ni le dernier à voir la société comme une mise en scène, une étape où les masques se multiplient et la vérité se dissout en convention. Mais c'était peut-être l'un des rares à assumer cela si clairement, même en connaissant le prix. Et c'est pourquoi sa philosophie résonne avec une telle force aujourd'hui. Nous vivons à une époque où le bruit est constant, non seulement externe, mais interne. Les réseaux, les engagements, la nécessité de montrer s'affirment pour être accepté. Au milieu de tout cela, s'arrêter et écouter sa propre pensée est devenu presque un acte de rébellion. La solitude n'est plus considérée comme un espace créatif et a été traitée comme un échec, comme un signe d'échec social. Mais c'est peut-être précisément le contraire. Peut-être, comme l'a dit Schopenhauer, ceux qui recherchent la vérité, la profondeur, la liberté intérieure ne peuvent même pas s'adapter totalement au monde. Vous devrez peut-être apprendre à marcher en parallèle, à regarder sans se dissoudre, à vivre sans contaminer. Il ne s'agit pas de se rejeter mutuellement, mais de préserver les plus rares. L'indépendance de la pensée. Le penseur. Solitaire de ce scénario n'est pas un ermite perdu, c'est une sentinelle, un gardien de la lucidité en temps de confusion. Sa fonction n'est pas de s'intégrer, mais rappelez-vous le monde qu'il y a des choses qui ne font que prospérer en silence. Idées, visions, musique, découvertes. Rien de tout cela n'est né du bruit collectif, mais de l'écoute intérieure. C'est l'héritage de Schopenhauer et tant d'autres qui, lorsqu'ils choisissent le chemin le plus solitaire, ont finalement éclairé le monde avec ce qu'ils ont découvert seuls. La solitude, pour ces esprits, n'était pas un fardeau qui portait tristement. C'était un outil, une stratégie, une chance d'aller plus loin. Et c'est dans cette profondeur que la vraie transformation se produit. Le monde continuera d'être bruyant. Les masques continueront d'être utilisés. Mais il appartient à chacun de décider de vivre s'il faut être immergé dans ceci ou être réservé, même pour un instant, un espace pour la solitude consciente. Pas comme une évasion, mais comme une forme de liberté. Parce que parfois ce n'est que lorsque nous sommes vraiment seuls que nous pouvons enfin entendre la vérité que le monde insiste pour faire taire. Si ce contenu a touché quelque chose que vous vivez ou ressentez, profitez de la vidéo. Cela aide à amener ce message à plus de personnes qui se sentent également déplacées dans le bruit du monde. Si vous appréciez les réflexions profondes et cherchez à mieux comprendre vous-même et la société, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez. Parfois, une vidéo comme celle-ci peut être le silence dont quelqu'un avait besoin pour renouer avec vous-même. Et bien sûr, partez dans les commentaires. Comment vivez-vous votre propre solitude? Cela vous pèse-t-il? Ou se libère-t-il?